Plus d'argent sort d'Afrique qu'il n'en entre. Mais pourquoi personne ne parle de crise? C'est la première fois depuis des années que les flux financiers s'inversent sur le continent. Habituellement, quand l'argent cesse d'affluer, on s'attend à des gros titres alarmistes, à des devises qui plongent, à des gouvernements qui paniquent. Mais là, rien de tout ça. Les analystes sont nerveux, les médias restent vagues, mais au quotidien, les tribunaux fonctionnent, les monnaies tiennent, les services publics ne s'effondrent pas. Alors, que se passe-t-il vraiment? Derrière cette sortie discrète d'argent, on sent un malaise silencieux. Pas de catastrophe à la une, mais une gêne palpable, comme si personne n'osait nommer ce qui est en train de se jouer. Le récit dominant ne colle plus à la réalité. L'Afrique n'est pas en crise. Elle passe une étape que beaucoup n'avaient pas anticipée. Pourtant, on a rarement vu l'expliquer simplement. Pourquoi l'argent quitte-t-il l'Afrique maintenant, alors que rien ne s'effondre? En fait, tout remonte à la grande vague de construction d'infrastructures, financée massivement par la Chine. Ports, chemins de fer, centrales électriques, fibres optiques. Pendant plus d'une décennie, l'argent coulait à flot pour bâtir vite, loin et grand. Mais ce n'était pas de l'aide éternelle, ni de la charité. Chaque projet avait son cycle de vie. Et voilà la clé que beaucoup oublient. Une fois les infrastructures livrées, la phase des gros flux entrants s'achève, et on bascule dans une nouvelle logique, celle du remboursement et du fonctionnement. Si on ne comprend pas ce changement de phase, on risque de croire à une crise invisible, ou pire, de rater le début d'un cycle où, pour la première fois, c'est la compétence africaine qui est mise à l'épreuve. Fini les excuses, les retards ou les promesses perpétuelles. Désormais, l'Afrique doit prouver qu'elle peut faire tourner ses propres systèmes, sans béquilles extérieures. Ce n'est ni une défaite ni une victoire, mais un test inédit de maturité. Et si on rate la vraie nature de cette transition, on risque de mal comprendre l'avenir du continent. Pour comprendre ce basculement, il faut retourner à la source de ces flux financiers et voir pourquoi, à l'origine, tout cet argent est venu en Afrique aussi massivement. La pluie de milliards chinois en Afrique n'était pas un acte de charité. On a tous vu les images, des routes neuves, des ponts qui enjambent des fleuves, des ports qui surgissent de nulle part. Pendant des années, l'Afrique a été inondée d'argent venu de Chine. Mais il ne faut pas se tromper sur le sens de ces flux. Cet argent, ce n'était pas un don, ni un chèque en blanc. C'était du capital pensé pour bâtir des actifs concrets, capables, à terme, de se financer eux-mêmes. La logique derrière cette pluie de milliards n'avait rien de sentimental. Elle était pragmatique, presque mécanique. Pourquoi la Chine a-t-elle investi autant en si peu de temps? Pour une raison simple, sécuriser ses propres intérêts stratégiques. L'objectif, c'était d'ouvrir des voies pour ses exportations, d'assurer l'accès aux matières premières, de garantir l'énergie. Ses routes, ses ports, ses centrales électriques. Tout cela devait servir la machine économique chinoise, mais aussi créer des actifs qui fonctionnent durablement sur le continent africain. Contrairement aux financements occidentaux, souvent assortis de conditions politiques et de longues tractations, la Chine apportait autre chose. Une promesse d'efficacité, de rapidité et surtout d'absence de leçons. Les projets avançaient, parfois à marche forcée, mais ils avançaient. Il n'y avait pas d'ingérence déclarée, ni de débat sur les standards démocratiques. L'accord était clair. La Chine construit, l'Afrique exploite, et tout le monde espère y trouver son compte. Mais il y a quelque chose qu'on oublie trop souvent. Ces prêts n'étaient jamais conçus pour durer éternellement. Ce n'était pas de l'argent destiné à circuler sans fin. Il s'agissait d'un schéma précis, temporaire, presque chirurgical. On construit, on met en marche, puis on rembourse. Dès qu'un port commence à récolter des droits de passage, qu'une voie ferrée transporte ses premières cargaisons, ou qu'une centrale injecte ses premiers kilowatts sur le réseau, la logique bascule. L'argent n'a plus à entrer. Il commence à circuler localement, puis à ressortir. C'est là que tout change. Dès que la phase de construction touche à sa fin, les flux financiers ralentissent, puis s'inversent. Non pas parce qu'il y a eu une crise, non pas parce que quelque chose s'est brisé, mais tout simplement parce que la mission initiale est achevée. Les projets arrivent à maturité.
Le temps des travaux laisse place au temps du test. Et soudain, au lieu d'attendre le prochain chèque, il faut faire tourner la machine, remplir les caisses, rembourser les traites. Ce moment est crucial, parce que, sans ce contexte, beaucoup y voient un effondrement soudain, une rupture brutale. Les mots « manque »,« crise »,« retrait » envahissent les analyses. Mais en réalité, il s'agit d'un cycle prévu, d'un passage obligé. L'Afrique est simplement en train de passer du statut de chantier permanent à celui de terrain d'essai. Pour la première fois, les regards se tournent non plus vers les besoins, mais vers les capacités réelles. Les infrastructures ne sont plus promises, elles sont livrées. Et il faut maintenant prouver qu'elles peuvent fonctionner, rapporter, durer sans béquille extérieure. Alors, la vraie question devient, que se passe-t-il une fois les infrastructures terminées, quand l'argent cesse d'affluer et que l'Afrique doit montrer ce dont elle est vraiment capable? Quand les infrastructures tournent, l'argent doit rentrer. Mais à qui profite ce changement? C'est là que le vrai conflit commence à se dessiner. Pendant des années, la dynamique semblait simple. L'Afrique recevait des flots de capitaux, principalement de la Chine, pour construire routes, barrages, chemins de fer. La scène était connue. Grues à l'horizon, cérémonie d'inauguration, photos de rubans coupés. Mais voilà, cette ère touche à sa fin. Aujourd'hui, les flux s'inversent. L'argent ne rentre plus. Il sort. Non pas sous la forme d'une fuite paniquée, mais parce que les projets sont terminés, et il faut commencer à rembourser. Beaucoup d'analystes, habitués à voir le continent à travers le prisme de la fragilité et de la dépendance, restent perplexes. Pour eux, moins de fonds qui entrent, c'est automatiquement synonyme de crise. Mais ce n'est pas une crise. C'est la fin d'une dépendance structurelle, un passage obligé mais inconfortable. La Chine, après avoir tant financé, ralentit volontairement ses prêts. Ce n'est pas un retrait soudain, c'est un test. Les actifs construits doivent maintenant générer des revenus, tenir debout par eux-mêmes. Fini le temps des plans d'urgence et des rallonges automatiques. Place à l'examen de la performance. Ce basculement bouleverse l'équilibre du pouvoir. Avant, tant que la machine à prêt tournait, les prêteurs conservaient un levier immense. Ils pouvaient imposer leurs conditions et garder les gouvernements africains en attente de la prochaine tranche. Mais en passant à la phase de remboursement, ce levier s'amenuise. Les infrastructures sont là, et la vraie question devient, qui saura les faire fonctionner efficacement? Qui tirera bénéfice de ces investissements? La dépendance s'efface, la compétence doit prendre le relais. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dès que la Chine a ralenti ses financements, un espace s'est ouvert, non pas sur les chantiers, mais dans les budgets. Et ce vide, les institutions multilatérales savent parfaitement comment l'occuper. Banque mondiale, FMI, Banque de développement régional. Elles sont revenues sur le devant de la scène. Pas avec des grues ou des rails, mais avec du soutien budgétaire. Leur intervention a explosé. Les flux nets ont plus que doublé en 10 ans, dominant désormais dans le financement du développement après prise en compte des remboursements. Sauf que cet appui est différent. Ce ne sont plus des fonds pour bâtir, mais pour tenir. Plus question de juger la capacité à achever un projet. Il s'agit désormais de savoir si les salaires pourront être payés le mois prochain, si l'État tiendra bon face aux urgences sociales, si les services publics survivront. La pression, autrefois lointaine et diffuse, devient immédiate et palpable. Et là réside le risque. Les gouvernements africains perdent peu à peu leurs coussins financiers. L'époque où on pouvait renégocier un prêt ou recevoir une aide d'urgence en cas de coup dur s'estompe. Les bailleurs multilatéraux, certes présents, opèrent désormais avec des ressources limitées et des conditions plus strictes. L'aide inconditionnelle, elle, disparaît discrètement au fil de coupes budgétaires dans les pays donateurs occidentaux, de changements d'agenda, de priorités intérieures. C'est là que le changement devient inconfortable, presque brutal. Les anciens réflexes, retardés, bricolés, attendre la prochaine perfusion extérieure, ne suffisent plus. L'infrastructure n'est plus une promesse, elle est une responsabilité. Le reste du monde n'attend pas la perfection, mais des résultats. Et pour la première fois depuis longtemps,
Il n'existe presque plus de filet de sécurité pour amortir les manques à gagner ou les retards de gestion. La lumière se déplace. Ce n'est plus « qui prêtera à l'Afrique », c'est « l'Afrique peut-elle fonctionner sans béquilles ?» Alors, que signifie vraiment ce basculement pour la gestion interne des États africains? Quand la dernière béquille disparaît, qui tient vraiment debout? Voyez, tant que les systèmes africains étaient soutenus par des flux financiers extérieurs, leurs limites restaient floues. Quand l'infrastructure coinçait, on renégociait. Quand le budget craquait, l'aide ou un prêt d'urgence servait de rustine. Il y avait toujours une excuse, un filet, un délai pour masquer les défaillances. Mais depuis que l'argent frais s'est tari, que l'aide occidentale se retire discrètement, que la Chine cesse les grands prêts pour miser sur des résultats concrets, tout le paysage bascule. Les feux de la rampe s'allument enfin sur la salle des machines. Ce n'est pas une crise spectaculaire, pas un effondrement qui fait la une. C'est une exposition. Brusquement, les États africains doivent se financer eux-mêmes, collecter assez d'impôts, faire fonctionner leurs réseaux électriques, rentabiliser leurs ports, assurer l'eau et la santé avec leurs propres moyens. Plus de chèques de rattrapage. Chaque défaillance saute aux yeux, sans prétexte extérieur. On ne peut plus accuser la lenteur des bailleurs ou les promesses creuses de partenaires lointains. Ce qui compte, c'est la compétence, pas l'alignement politique ni la rhétorique. Pour les gouvernements, la pression n'a jamais été aussi directe. Les citoyens ne demandent plus de comptes aux donateurs, mais à leurs propres dirigeants. Les failles de gestion, les retards, les promesses non tenues se traduisent désormais en tensions politiques immédiates. La moindre coupure d'électricité, le moindre hôpital défaillant, ce sont des preuves visibles que les discours ne suffisent plus. L'excuse de la main étrangère ne tient plus face à la réalité du quotidien. Et ce moment est d'autant plus tendu qu'il est silencieux. Pas de grands fracas, pas de headlines internationaux. Juste ce basculement, presque invisible, où l'exécution compte plus que la promesse, où ceux qui n'ont pas anticipé se retrouvent soudain nus devant leur opinion publique. Les États capables d'assurer la relève gardent la tête haute. Ceux qui peinent sont exposés, et vite. Il ne s'agit plus de négocier, mais de livrer, concrètement. C'est là que la réputation d'un État, la stabilité des services publics et même la légitimité d'un gouvernement se jouent, sans plus aucun filet de sécurité. C'est aussi une phase d'apprentissage brutal. Lorsque l'argent ne rentre plus, il faut prouver qu'on peut générer ses propres ressources, que les infrastructures construites servent vraiment, que l'économie locale est prête à encaisser le choc. Sinon, la sanction ne vient plus de l'extérieur, mais de l'intérieur, avec des conséquences politiques parfois immédiates. Alors, dans ce climat tendu, une question s'impose. Qui réussit à s'adapter et quelles leçons peut-on tirer de cette nouvelle réalité où l'Afrique doit, pour la première fois, tenir debout sans appui extérieur? L'époque où l'idéologie suffisait est terminée. Place aux acteurs compétents. Aujourd'hui, en Afrique, ce ne sont plus les discours qui font avancer le continent, mais la capacité à livrer des résultats concrets. On ne parle plus de projets financés sur la base de promesses ou d'alignements politiques. On parle d'infrastructures qui doivent fonctionner, de services qui doivent être maintenus, de recettes qui doivent rentrer. C'est là que tout se joue désormais. La donne a changé discrètement, mais de façon radicale. Avant, lorsqu'un projet échouait, il était facile de pointer du doigt le manque de moyens, la mauvaise volonté des partenaires ou encore les faiblesses du système mondial. Désormais, ces excuses s'étiolent. Les routes sont là, les ports sont construits, les centrales électriques sont branchées. L'argent, lui, ne coule plus à flot. Ce qui compte, c'est de savoir faire tourner la machine, de la maintenir, de la rentabiliser. Pour la population, ce nouveau contexte offre une clarté inédite. Les citoyens voient de façon beaucoup plus transparente qui gère bien et qui échoue. Les dirigeants ne peuvent plus se cacher derrière les aides ou accuser les partenaires étrangers de tous les maux. Ceux qui savent collecter les recettes, maintenir les équipements et assurer la continuité des services émergents. Ceux qui s'enlisaient dans la bureaucratie ou l'improvisation sont exposés. C'est un défi, mais c'est aussi une chance exceptionnelle, surtout pour la jeunesse africaine. Désormais,
Ce sont l'expertise, la capacité d'innovation, le sens des responsabilités qui feront la différence. Les jeunes talents et entrepreneurs ont une opportunité unique de sortir de l'ombre des vieilles habitudes, de prouver leur valeur. Dans cette Afrique où seuls les résultats comptent, les portes s'ouvrent à ceux qui savent agir et qui veulent bâtir une autonomie durable. L'influence étrangère, qui pesait tant, diminue à mesure que la compétence locale s'impose. C'est inconfortable pour beaucoup, mais c'est aussi un moment de vérité. Pour la nouvelle génération, il s'agit d'un passage de témoin. C'est à eux de montrer qu'ils peuvent transformer le potentiel en prospérité réelle. Les systèmes faibles seront mis à nu, mais ceux qui sauront s'adapter, innover et gérer sortiront renforcés. Finalement, cette transition n'est pas une crise, mais une étape de maturité. L'Afrique n'est plus évaluée sur sa fragilité, mais sur sa capacité à livrer. Pour chacun, c'est le moment ou jamais de prendre sa place, de devenir acteur, pas spectateur. Mais il reste une question centrale, à laquelle chacun devra répondre. Quand seuls les résultats comptent, qui reste debout? C'est la question qui s'impose, maintenant que l'Afrique n'a plus le luxe de se cacher derrière le rideau des financements extérieurs. Fini les excuses qui rendaient tout supportable, la fatigue des bailleurs, la rigueur des marchés, la générosité soudaine ou le retrait de la Chine. Aujourd'hui, il n'y a plus de bouée. Ce n'est plus l'alignement diplomatique qui compte, ni la capacité à attirer des flux, ni l'art de jongler avec la dette en invoquant le contexte mondial. Non. Ce qui compte désormais, c'est le concret, le visible. La compétence brute. Est-ce que les routes sont entretenues? Les écoles ouvertes? L'électricité fiable? Les citoyens servis? Les actifs existent. Ils ont été construits, souvent à crédit, parfois dans l'urgence, mais ils sont là. Et il ne s'agit plus de briller sur la scène internationale avec des promesses, mais de livrer, jour après jour, des résultats concrets pour ceux qui vivent ici. C'est dans ce moment précis que l'Afrique entre dans une ère rare, si souvent différée par des couches d'aide et de justifications extérieures. Pendant des décennies, chaque panne, chaque défaillance, pouvait s'expliquer par un manque de moyens, des règles du jeu biaisées ou la conjoncture mondiale. Bien sûr, une part de vérité subsistait, mais cette posture a aussi retardé l'inévitable, la confrontation avec soi-même, le face-à-face avec la capacité réelle à faire tourner la machine sans tuteur. Et c'est là que le risque est immense. Car ne pas saisir ce virage, c'est risquer de rester spectateur du développement de son propre continent, de voir les décisions majeures se prendre ailleurs, ou pire, d'accepter que le niveau d'ambition soit fixé par des facteurs extérieurs. Aujourd'hui, la réputation des États africains se joue sur leur capacité à tenir debout seuls. La stabilité des services publics, la crédibilité des dirigeants, la confiance des populations, tout sera jugé non plus sur des intentions ou des plans, mais sur la réalité du quotidien. Cette transition n'a rien du grand effondrement redouté par certains observateurs. Il n'y a pas de crash soudain, pas de drame unique. C'est un tri silencieux, mais implacable. Les gouvernements qui savent collecter les recettes, entretenir ce qui a été bâti, assurer le minimum vital, ceux-là tiendront la route. Les autres, ceux dont l'efficacité était masquée par la manne extérieure, seront exposés, et rapidement. Parce que le nouveau jeu ne récompense ni l'idéologie, ni l'éloquence, encore moins la capacité à se plaindre du contexte. Il récompense, tout simplement, la compétence. Ce basculement fait peur, y compris à l'international, car une Afrique évaluée sur ses résultats, c'est une Afrique plus difficile à influencer, à manipuler, à piloter à distance. Couper l'aide. L'État doit réagir avec ce qu'il a. Changer les règles du prêt. Si les projets sont rentables, ils avancent quand même. L'ère de l'opacité s'estompe, place à la clarté. Les citoyens voient ce qui marche et ce qui bloque. Les excuses ne passent plus. Les institutions ne peuvent plus prétendre que l'argent, à lui seul, règle la gouvernance. Le retour d'expérience est immédiat, sans filtre, sans parapluie. Oui, ce moment est inconfortable. Mais il est aussi libérateur. Il n'est plus question de survivre, il est question de performer. Certains pays vont s'adapter vite, d'autres vont trébucher, certains gouvernements vont payer le prix politique de leur incompétence.
ce n'est pas un effondrement, c'est un passage. L'un des plus durs, mais aussi le plus formateur. Alors la vraie question, la seule qui compte, c'est celle-ci. Quand seuls les résultats parlent, quel système, quels dirigeants africains seront encore debout demain? Qui assumera pleinement d'être jugé sur sa capacité à délivrer, et non plus à séduire ou à justifier? Dites-nous ce que vous en pensez. Quel leader incarne, selon vous, ce nouvel état d'esprit? Quelles initiatives mériteraient d'être mises en avant? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Et si vous voulez voir plus de vidéos qui abordent sans détour l'histoire, la culture, la civilisation africaine, pensez à vous abonner et à activer la cloche. Nous continuerons à explorer ces sujets dont on parle si peu, mais qui sont au cœur de notre avenir collectif. Merci d'avoir regardé, merci pour votre engagement, et à très bientôt pour une nouvelle exploration ensemble.